Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans le cadre de ce podcast consacré à Chimurenga en 3 épisodes, je vous propose de revenir sur cet événement exceptionnel, la bibliothèque Chimurenga, qui a pris place sur les 3 niveaux de la BPI, la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, du 2 avril au 16 mai. Je vous propose donc de revenir sur les événements aussi qui ont été liés à cette bibliothèque et plus largement sur l'aventure Chimurenga. Dans le cadre de la saison Africa 2020, reportée en 2021, le Centre Pompidou et la Bibliothèque publique d'information ont donné carte blanche au collectif Chimurenga, originaire d'Afrique du Sud, pour proposer une nouvelle édition de la fameuse bibliothèque Chimurenga à la BPI. Mais qu'est-ce qu'une bibliothèque Chimurenga ? La bibliothèque Chimurenga, selon le communiqué de presse, c'est une intervention au long cours qui produit des connaissances en vue de réimaginer la bibliothèque comme un laboratoire de curiosité étendue, de réflexion critique, de rêverie, d'implication sociopolitique, de fête et de lecture. Initiée et présentée par le collectif Chimurenga depuis 2009, elle offre l'opportunité d'investir la bibliothèque en tant qu'espace conceptuel et physique dans lequel la mémoire est préservée, l'histoire décidée et leur réactivation possible. Cette nouvelle édition de la bibliothèque Chimurenga prend la forme d'une étude noire des collections de la BPI afin d'enquêter sur les généalogies de l'imagination radicale noire dans le monde francophone. C'est un travail colossal. Le collectif Chimurenga a ainsi travaillé pendant plus de 2 ans en collaboration avec une équipe de chercheurs ici en France pour organiser la bibliothèque Chimurenga à Paris et les événements qui vont avec, c'est-à-dire une installation bibliographique qui se matérialise par une cartographie mettant en relation l'archive visible des études noires présentes dans la collection de la BPI avec une archive cachée qui provient de la production intellectuelle, artistique et politique des Noirs dans le monde francophone. C'est aussi une exposition ou espace de lecture, point de convergence des routes de lecture au niveau 2 de la BPI. C'est aussi un numéro spécial de la revue The Chronic disponible dans l'espace de lecture dans quelques librairies sur Paris et sur le site de la plateforme Chimurenga. Un numéro spécial donc en français essentiellement, alors que la revue The Chronic en Afrique du Sud est habituellement en anglais. Et enfin, une intervention de la Pan African Space Station, sous le nom de PASS donc, une radio éphémère qui a pris place et émis pendant 5 jours avec des invités dans la belle petite salle de spectacle du Lavoir moderne parisien dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement à Paris. Pour mieux comprendre la jeunesse de cette histoire, je vous cite maintenant un petit extrait d'une interview de Ntone Edjabé pour le magazine Balise de la BPI, qui lui demande d'où vient l'idée de marquer les livres. Et il explique: en Afrique du Sud, à cause de la censure pendant l'apartheid, les militants devaient développer des stratégies pour obtenir certaines informations. L'une de ces stratégies consistait à voler dans les bibliothèques spécialisées, celles des universités par exemple, qui avaient des ressources qui ne circulaient pas dans l'espace public. Il fallait entrer en relation avec celles et ceux qui travaillaient dans ces bibliothèques, les équipes de gardiennage et de nettoyage par exemple, et mettre en place un système de signes. On indiquait par exemple à quelqu'un qui nettoyait l'espace: si vous trouvez tel livre pendant votre ménage, vous l'inclinez un peu vers la gauche. Au gardien de nuit, on disait: tel livre qui est incliné vers la gauche, tu le prends et tu le donnes à l'étudiant. L'étudiant fait une photocopie et remet le livre en place. Ntone Edjabé continue en disant: nous redéployons ces stratégies, entre autres, pour indiquer les méthodes inventées dans les situations d'oppression. Cette revalorisation fait aussi partie de notre travail.
Pour revenir donc sur cet événement exceptionnel, je vous propose dans ce premier épisode de partir à la découverte de 7 bibliothèques Chimurenga sur place à la BPI du Centre Pompidou, avec une visite commentée pour So Sweet Planet par Pascal Obolo, curatrice et membre du collectif Chimurenga. Et j'en profite pour citer les noms du membre du collectif Chimurenga qui ont travaillé sur cet événement. Ntone Djabé, fondateur de Chimurenga en Afrique du Sud, que l'on retrouvera en interview exceptionnelle dans le second épisode de ce podcast. Pascal Obolo, qui va nous faire la visite. Hamzat Boukari Yabara, Amandine Nana, Amina Belghiti, Paul M. William et Rosanna Pouyol. Voilà, nous sommes dans la BPI, c'est une bibliothèque, donc il y a des gens qui travaillent et il faut parler tout bas. C'est parti. On va commencer par là, mais c'est pas le début, c'est pas le commencement de l'exposition, mais c'est juste déjà pour vous expliquer et situer un peu comment on a travaillé sur cette installation. Pour commencer, c'est un projet en fait qui a démarré il y a 2 ans, en 2019, mis en place par le collectif Chimurenga avec le curateur Ntone Djabé, où en fait l'idée du projet c'était de réunir 8 chercheurs et de travailler sur les études noires francophones, de relire en fait à partir de la bibliothèque de la BPI, de proposer une relecture au travers des études noires francophones et du coup créer, à partir de cela, créer la bibliothèque Chimurenga Library. Et ce qu'on a fait, ce que dit en fait le commissaire Ntone Djabé, c'est que ce n'est pas du tout une exposition parce qu'on n'a pas d'objet à en montrer. C'est une installation parce que pour lui l'exposition représente plutôt la couverture d'un livre, alors que l'installation, on rentre vraiment dans le contenu du livre. Et la manière dont on a travaillé, c'est-à-dire qu'on a mis toutes les recherches qu'on a effectuées pendant les 8 ans, on a créé des cartographies. Et ces cartographies, en fait, représentent les productions intellectuelles, artistiques des diasporas noires francophones. Et aussi, les cartographies, ce qui est intéressant avec le système des cartographies, c'est aussi, ça permet aussi de voir, de comprendre la circulation de la pensée noire, aussi bien entre l'Afrique, les Caraïbes, les Amériques, etc. Du coup, on a créé des catégorisations. Et en fait, ces catégorisations, on les retrouve en fait aussi dans la bibliothèque Chimurenga. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une bibliothèque dans une bibliothèque. C'est-à-dire qu'on a la bibliothèque, la BPI, qui est une bibliothèque généraliste, je dirais plutôt universaliste, et la bibliothèque Chimurenga, qui, elle porte uniquement sur les études noires francophones. Et ce qui est intéressant, c'est que ce projet-là, en fait, de relire en fait les bibliothèques, c'est pas la première fois que le collectif Chimurenga le met en place. Ils ont commencé à le mettre en place en 2009. Ça a commencé en fait en Afrique du Sud, à Cape Town, là où ils sont basés, où l'idée c'était de relire en fait la bibliothèque de Cape Town à partir du prisme de l'apartheid. Parce qu'en fait, à cette période-là, il y avait des auteurs, les auteurs noirs sud-africains n'étaient pas dans les bibliothèques en Afrique du Sud. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, pour l'installation, réutilisé aussi la méthodologie de la manière qui émanait, en fait, à l'époque, comme les Noirs sud-africains n'avaient pas accès, les étudiants, à la bibliothèque, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils marquaient, en fait, d'une certaine manière, les livres qu'ils avaient besoin. Et du coup, s'ils avaient des amis qui travaillaient dans cette bibliothèque-là, qui faisaient le ménage, ou qui étaient des gardiens de la bibliothèque, et ben, du coup, ils prenaient le livre, ils le sortaient, et du coup, l'étudiant pouvait faire les photocopies et le remettait à sa place. Et c'était de cette façon-là qu'il pouvait reconnaître les livres qu'il devait en fait emprunter d'une certaine manière pour pouvoir les sortir pour les étudiants sud-africains noirs qui en avaient besoin pour pouvoir étudier, apprendre, etc. Et du coup, le commissaire Ntone Djabé a repris cette méthodologie-là pour en fait mettre en place aussi l'installation de la bibliothèque Chimurenga. Et c'est pour ça tout à l'heure quand on va rentrer, il y a des stickers qui sont mis en évidence avec, dans les stickers, il y a la catégorisation, la nouvelle catégorisation de la bibliothèque Chimurenga et aussi il y a aussi les manquements de certaines publications qui sont aussi signifiés avec ces stickers-là aussi. L'idée aussi c'était de choisir des profils en fait de chercheurs qui avaient déjà
une expérience c'était déjà leur champ de recherche. Comme par exemple, on a l'historia Hamzat, qui est historien mais spécialiste du panafricanisme. Et du coup, l'idée c'était que chaque chercheur partage en fait ses recherches et ses bibliographies. Et ainsi, au cours de nos différents échanges, lecture de textes, de livres, regarder des films, écouter des musiques, constitue en fait cette bibliothèque de la Chimirongwa Library. Et on a travaillé aussi, on a fait des mockbooks en faisant un workshop avec les étudiants d'art de Cergy. Et pourquoi les mockbooks? En fait, c'était pareil aussi des livres qui n'étaient pas à la BPI, mais qui appartiennent à la bibliothèque Chimirongwa. Donc du coup, on les a créés de cette forme-là. Et aussi créer des livres dont on aurait rêvé qu'ils existent, mais qui n'existent pas, mais qui sont aussi dans les mockbooks qui ont été créés. Donc du coup, l'idée, c'est pas de compléter en fait la bibliothèque de la BPI, mais l'idée, c'est de proposer une nouvelle façon en fait de penser bibliothèque, ou même une nouvelle façon je pourrais dire de travailler, de déambuler dans la bibliothèque, et aussi repenser en fait une nouvelle façon de penser la bibliothèque aujourd'hui au travers des études noires francophones. Et on a beaucoup travaillé vraiment sur la généalogie des luttes radicales noires dans le monde francophone. Par exemple, là, Peuple Nord, Peuple Africain, c'est en fait une revue de Mangoboti, qui est un très grand écrivain camerounais, qui en fait s'est exilé en France parce que c'est un réfugié politique. Et un de ses premiers bouquins a aussi, quand il a sorti en France, a été censuré. Et qui était un fervent militant et qui a intellectuellement beaucoup apporté dans la sphère des luttes noires francophones. Et par exemple ici on a la parole aux négresses, cette cartographie-là qui est aussi une catégorisation de la bibliothèque Chimirongwa. C'est un des titres très importants d'Awatiam, qui est une des premières, je dirais, afroféministes, qui est aussi une des membres fondatrices de la coordination des femmes noires. Cette carte-là représente en fait une généalogie de l'afroféminisme, et puis aussi des années 70 jusqu'à aujourd'hui, avec le collectif Moissy ou Case Rebelle, etc. Ce qui est aussi très intéressant et qui, quand on voit qu'il rentre en résonance aussi avec l'actualité en France, avec cette loi sur le séparatisme et surtout contre la non-mixité, c'est-à-dire que la plupart en fait des collectifs ou des mouvements qui se trouvent là, dont on a vraiment travaillé, questionné, beaucoup étaient des collectifs, des groupes d'intellectuels ou de chercheurs en non-mixité. Par exemple, le groupe Wassi, qui maintenant publie des livres, ou même la coordination des femmes noires. C'était aussi un collectif de féministes de femmes noires. Du coup, aujourd'hui, ces groupes-là seraient, en fait, s'ils devaient produire artistiquement et intellectuellement ou politiquement, seraient dans l'illégalité. Comme on pourrait même revenir, par exemple, au mouvement de la négritude. Tu vois, le mouvement de la négritude, c'était un collectif d'intellectuels avec Senghor, Césaire, Gontran, etc., noirs, qui ont produit des publications, des revues, etc. et tout. Et bien aujourd'hui, ce groupe-là serait dans cette forme d'illégalité, puisque avec cette loi d'interdiction de travailler, de produire en non-mixité. Donc c'est aussi ça aussi, c'est très problématique, et c'est intéressant aussi de voir en fait comment les luttes noires se sont constituées dans l'histoire, dans la société française, et comment en fait aujourd'hui ces luttes-là s'opèrent, et quel type de discours aussi s'opère au travers ces mouvements et ces collectifs militants. On va avancer. Du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas mis en fait sur les cartographies dans nos recherches, on les a mis aussi dans la revue. Ça, c'est la revue qui est sortie chez Chimirongwa, qui s'appelle Imagination
World. Et on a cartographié des extraits de textes au sol qui sont des formes de routes où c'est aussi une autre manière de pouvoir en fait découvrir, lire la bibliothèque Chimurenga. Ça peut être aussi intéressant à faire, c'est-à-dire que comme l'installation, c'est vraiment une installation immersive dans le sens où c'est une installation qui invite en fait le public à vraiment aller lire le contenu des bouquins de la bibliothèque Chimurenga. Donc il y a différentes manières aussi qui sont méthodologiques, qui sont mises en place pour donner envie au public de pouvoir chercher ces livres-là. La cartographie, cette cartographie en est un exemple. C'est-à-dire que on peut prendre en fait, par exemple, si on prend la cartographie de peuple nord, peuple africain, ou même la négresse d'Awatiam, on va avoir envie d'aller chercher ce livre-là, et de pouvoir le lire. Et on a aussi cartographié au sol justement ces extraits de texte, qui fait qu'on peut, c'est une expérience qui est vraiment intéressant à faire, de venir, de déambuler, de lire en fait, tu vois, ces extraits de texte avec différents auteurs. Et c'est aussi ça qui est très intéressant dans la méthodologie qui a été pensée par le commissaire d'exposition Anthony Djabé. Donc, par exemple, ça c'est par exemple une de ces phrases, militer nous fatigue et nous maintient à la fois. C'est un extrait de la publication du collectif Moissy, Afrofemme, qu'ils ont sorti en 2018. Et ça peut être aussi, par exemple, prendre la parole pour faire face, prendre la parole pour dire son refus, sa révolte, rendre la parole agissante, parole-action, parole subversive, agir en liant la pratique théorique à la pratique pratique. Et c'est un extrait d'Awatiam, La parole aux négresses, qui était sorti en 1978. Et qui est une vraie référence à Awatiam, qui est vraiment une vraie référence pour les afroféministes par rapport au travail qu'elle a produit, aussi bien par rapport à ses écrits et par rapport à son engagement. Et puis là, on a fait des facsimilés de musique, de revues, de disques aussi. Ce qu'on n'a pas mis dans la cartographie, on les a mis au sol. Ce qu'on n'a pas mis au sol, on les a mis sur les tables qu'on a curatées avec justement, par exemple, Combat pour le sens. C'est une des catégorisations, tu vois, de la bibliothèque Chimurenga avec une sélection en fait de publications. Par exemple, Mongobotique, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait un dictionnaire de la négritude et qui se trouve en fait dans la catégorie La méthode d'après Fela. Voilà. Et aussi dans la bibliothèque Chimurenga, l'idée c'était de déconstruire les catégorisations, c'est-à-dire les disciplines aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté musique, il n'y a pas un côté art, il n'y a pas un côté littérature. Et par exemple, on retrouve sur cette table-là, c'est aussi bien mélangé avec des livres, des publications, des revues, des disques, que des... il y a aussi des CD qui sont aussi montrés dans les tables curatées. Après, c'est ce que je te disais, quand on rentre plus à l'intérieur, là on est, ça c'est en fait, ça correspond qu'en fait que soit il y a un manquement, soit le livre de la bibliothèque Chimurenga, se trouve là. Et donc du coup, tout ça, ce sont les signalements qui correspondent. Et donc c'est assez facile en fait de repérer où sont les livres qui appartiennent en fait à la bibliothèque Chimurenga. Et pareil, par exemple là, on retrouve ici et derrière, on a un des livres, l'anthologie du féminisme africain-américain 1975-2000, qui fait partie de la bibliothèque Chimurenga. Du coup, c'est de cette manière en fait qu'on peut les identifier et les retrouver. Et donc il y en a partout dans les 3 étages qui sont rangés, classés de cette manière-là. Ils sont vraiment très très importants en fait, la sélection de tous ces textes et aussi la manière dont c'est agencé aussi. Ça a une très très grande importance, les liens. Et c'est toujours pareil, c'est toujours une manière aussi de montrer que tout est lié et qu'en fait ces récits et ces luttes-là ne sont pas fragmentés. Il n'y a pas une fragmentation et que de ces histoires, de cette grande histoire des luttes noires radicales. Ça c'est une autre table qu'on a curatée et donc la catégorisation s'appelle Nation obscure.
qui pourrait peut-être correspondre, tu vois, à science, mais pour la bibliothèque chimurengoise, c'est sa catégorisation. Pour elle, c'est nation obscure. Ça, c'est la revue dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on retrouve, Peuple noir, peuple africain, de Mongo Beti, qu'il a créé dans les années 70, et qui est aussi une catégorisation, et qui est aussi une des cartographies qu'on a vues tout à l'heure, mais qui renvoie en fait à cette revue-là. Donc il y a ces tableaux-là. Ce qui est très intéressant, par exemple, si on prend cette revue, The Zulu Letters, c'est une revue en fait qui a été créée par Queen Candy, qui était d'origine guadeloupéenne dans les années 80. C'est la première revue, c'est pas une revue, excusez-moi, fanzine, premier fanzine en fait de hip-hop, créé par une femme qui habitait à la Courneuve dans les années 80. Voilà. Et par exemple, ce numéro, qui est le numéro 2, la couverture en fait de ce fanzine, ça a été dessiné par l'artiste J1, qui est un artiste qui est aussi d'origine guadeloupéenne. Et c'est J1 qui fait aussi cette publication qu'on appelle Mouvement. Et Mouvement en fait raconte l'histoire des terrains vagues et des espaces en fait comme le Globo, qui étaient des lieux de rencontre dans les années 80-90 des artistes et des gens issus du mouvement hip-hop. Et Black Label, c'est un titre du recueil de poèmes de Gontran Damas, qui fait partie des membres fondateurs du mouvement de la négritude avec Senghor et Césaire. Et aussi J1, c'est aussi lui qui fait le directeur artistique de la revue Africada. Ce qui est intéressant, par exemple, ici, c'est une sélection, une anthologie de revues noires avec Simon Djamil, et qui est aussi un des premiers commissaires d'exposition à avoir en fait fait une exposition d'art contemporain africain, Africa Remix, au Centre Pompidou. Simon Djamil, qui est devenu un très grand commissaire, très influent, très important pour la scène contemporaine africaine. Mais on a aussi mis Oko Windsor, qui est aussi un très très grand, qui était, parce qu'il est mort en fait il y a 2 ans, qui était un très grand curateur d'origine nigérienne. C'est aussi le premier à avoir fait, le premier curateur à avoir été invité à la Biennale de Venise. D'où cette publication-là, le catalogue All the World of the Future. Donc l'idée c'était aussi de montrer en fait les circulations de pensée aussi en art contemporain africain et comment ça se mélange, etc. Voilà, Grandir ne veut rien dire pour une mère. Un enfant est un enfant. Il pousse, vieillisse, mais être grand, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? De Toni Morrison. Après, on a encore une autre table dont la catégorisation femme, race, classe, pareil sur le même principe, avec cette déconstruction de discipline où il n'y a pas un espace musique, histoire, etc. Par exemple, là, on retrouve par exemple un CD des Nubiennes, le premier CD des Nubiennes. On a des publications et essais sur la poésie, érotisme de Audre Lorde. On a aussi, par exemple, ici, on voit un vinyle de Zap Mama qui questionnait déjà la question afro-péenne, déjà à cette époque-là. Et du coup, mélangé aussi avec des revues de l'époque. Donc voilà. Ouais, donc du coup, je vous disais aussi que... Bah oui, ça c'est différentes catégorisations en fait qu'on retrouve. Penser la traversée, The Power of the Story, Chant de l'indépendance, Jazz and the White Critics, La parole aux négresses. On va monter en fait au 3e étage. Je vais vous montrer vite fait aussi, on a aussi sélectionné des films qu'on peut regarder. Par exemple, ici,
Ça, c'est un film de Les Misérables de Ladji que du coup les gens en fait peuvent regarder en boucle. Et puis là aussi, il y a pour vous montrer un peu l'étendue du travail qui continue jusqu'au là-bas. Ici, par exemple, on a aussi un extrait de Françoise Vergès sur la théorie féministe de la violence. Nous n'avons pas un ailleurs entièrement protégé de la violence systémique, mais nous avons une cartographie des failles, des interstices, des espaces faiblement gardés, opaques ou déployés de pratiques qui ne sont pas fondées sur le calcul et les valeurs marchandes. Et c'est vraiment, tu vois, la bibliothèque Chimurenga est vraiment disséminée en fait dans toute la bibliothèque en fait de la BPI. Du coup, il y a vraiment différentes manières d'avoir accès aussi à cette bibliothèque. On peut effectivement avoir accès soit par la revue, soit par les extraits, les routes qui mènent les extraits de texte, soit par les cartographies, soit aussi par les tables qui sont en fait comme des formes de focus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu pour... Oui, pour l'exposition. D'accord. Je suis la maman à Anne-Laurence. D'accord. Ça vous dit quelque chose? Elle a aidé à... Anaché? Anaché. Oui. C'est sa maman. Elle nous a dit qu'il y avait cette exposition avec ma soeur. On est venu voir. Bonjour. Ouais. Alors, oui. elle avait dit... Je vais vous emmener voir. On va faire un petit peu... Juste pour que je emmène voir un petit peu. Parlez doucement parce qu'on est dans une bibliothèque. On a des cartographies ici, etc. Et l'histoire, en fait, de votre... Je crois que c'est... Oui, grand-mère. Notre grand-mère, elle se trouve ici. Elle se trouve là. Voilà. Elle est là, voilà, c'est ça. Elle est ici. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qui était votre grand-mère? Alors, maman, c'était une grande dame qui s'est vouée toute sa vie pour son pays. Elle a été réfugiée politique, elle a fui le pays, mais elle a été martyrisée, elle a été longtemps séquestrée. Pardon? Là, on est où? Là, on est où? Au Cameroun. Madame Tchad Marie, voilà. C'est une dame qui a été une... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, une bonne militante, voilà, une bonne militante politique qui était très connue. Oh là, pardon. Qui faisait partie du parti politique UPC au Cameroun. L'UPC, c'était un des partis politiques au Cameroun, en fait. Et sa grand-mère, Marie Tsamchan, faisait partie de ce parti-là. Elle était une leader aussi. Hein. Elle était avec des hommes et il y avait d'autres femmes, mais c'était elle qui était vraiment la militante la plus militante, quoi. Et là, on est dans quelles années? Et elle militait pourquoi à ce moment-là, à cet endroit? En 61, c'est pour vous dire qu'elle était déjà. Hein, donc elle a quitté le pays pratiquement vers cette mois de l'histoire. Je ne peux pas vous dire chronologiquement, hein, mais moi toute petite, je ne l'ai pas beaucoup connue parce que quand je suis née, je pense qu'elle est partie vers ces années-là, quoi. Elle fuyait les régimes aussi qui la poursuivaient partout. Voilà, elle a été partout dans les pays en fuite, elle était recherchée tout le temps. Nos familles, moi enfant, je vois encore les gendarmes, les policiers qui viennent la chercher. Enfant, j'ai encore ça. Hein, on nous mettait sous le lit, puis voilà. Elle se battait pourquoi? Quelles étaient les revendications? Alors l'UPC, c'était un parti à l'époque qui se voulait pour un Cameroun indépendant. Voilà, c'était ça, l'indépendance du Cameroun, puisqu'on était on était colonisé par les Français. Donc ils voulaient leur indépendance proprement dite, quoi. Ils se battaient pour ça. Voilà. Et en plus, elle a été en Chine pour... Elle a été partout. Bon, elle a fui. Elle a commencé d'abord dans les pays africains. Elle a été au Congo, au Gabon, au Guinée. Elle a été après dans les pays, certains pays européens. Hein. Et puis même dans le pays communiste en Chine, parce qu'en Chine, il y avait en fait une solidarité où ils accueillaient en fait... des femmes militantes où ils les apprenaient à se battre, à utiliser un fusil, etc. Et tout. Avec Adèle, ma sœur qui est là, on a des photos. On a vu Mbombo, on l'appelle Mbombo, c'est grand-mère, hein, ça veut dire grand-mère en bassa, avec un bazooka, hein, dans un char, avec un bazooka à la main, avec des Chinois.
On apprenait à tirer. Et il y avait d'autres femmes où elle était un peu... Non, il y avait d'autres. Il y avait d'autres. C'est ce que j'allais dire. Ce qui est intéressant justement avec cette cartographie et la manière dont on a travaillé, parce que à chaque fois dans les livres d'histoire, quand on parle en fait de l'histoire du parti politique de l'UPC, on met toujours des hommes en avant. Oui. On ne parle jamais des femmes qui étaient dans ce parti, qui étaient des militantes et qui se sont battues aussi pour cette indépendance. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce travail, pour en fait mettre en lumière justement ces récits qui ont été effacés ou invisibilisés et dont les individus ont joué un grand rôle, soit politiquement en se battant, soit intellectuellement en créant des revues de résistants pour pouvoir s'émanciper en fait de l'histoire coloniale, mais pas que. Totalement, ça je suis à 100% sur ce qu'elle vient de dire, parce que dans le cas de notre maman là, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien qui apparaît. Bon, malheureusement maintenant avec nos enfants qui veulent ressortir l'histoire, mais c'est dommage parce que maman s'est vouée, et c'est vraiment moi ça me révolte de savoir que cette femme elle a sacrifié toute sa vie, elle a sacrifié sa femme parce que son petit frère, il est mort, on l'a tué comme ça, son petit frère. Et il n'y a pas de reconnaissance dans l'histoire. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a rien. Et maman, elle a sacrifié toute sa vie pour ça. Elle a plus joui de son pays et elle n'a pas joui non plus d'une vie familiale parce que du coup, elle ne pouvait pas faire une famille, elle ne pouvait pas fonder une famille. Elle a donné sa vie. Elle a donné sa vie pour ça, jusqu'à la fin de sa vie. Et ça, moi, je suis contente. C'est pour ça quand ma fille m'a dit, tout de suite, moi, je ne suis pas venue exprès, je ne savais même pas. Je suis à l'ambassade pour faire un visa parce que voilà, dans la famille, on a une mort, on va aller bientôt. Et elle me dit là, donc, j'ai bifurqué l'ambassade pour venir, pour voir que justement, merci beaucoup, pour vraiment, je suis très émue de voir ça, quoi. Je vais là bientôt, je vais voir sa tombe, puisqu'elle est décidée, si on est parti l'enterrer là-bas. Et là, la personne que là encore avec en famille, on va enterrer, c'est sa belle-sœur, c'est un frère qui est resté, qui a beaucoup souffert à cause d'elle, parce que mon oncle est là, on venait le chercher, on lui coupait les cheveux, où est ta sœur, où est ta sœur, il ne savait pas, puisque maman s'est cachée, il ne fallait pas que la famille le sache, parce que si la famille le sait, elle va subir. Mais malgré tout, on subissait, Donc, du coup, je vais voir sa tombe bientôt, je vais m'incliner là-dessus, quoi. Voilà. Donc, c'est une brave femme et moi, je pense à elle tous les jours et franchement, je lui tire un chapeau. Vous pouvez nous redire son nom? Marie Tchad. Marie Tchad. Tchad Marie. Voilà. C'est une grande grand-mère. Nous l'appelons Bombo Maria. Grand-mère. Et vous vous appelez comment? Elisabeth Ngomoudamal. Voilà. C'est la maman en fait d'Anaché, qui est une très grande artiste plasticienne, qui travaille avec nous dans la revue Africada aussi, et qui quelque part travaille, dans son travail artistique, elle travaille à rendre en tout cas la mémoire de cette histoire familiale aussi. Et nous on a découvert en fait l'histoire de sa grand-mère au travers son travail de recherche, au travers son travail plastique. C'est comme ça qu'on a pu avoir accès à cette histoire-là. Et c'est une façon dont on a travaillé aussi, dans le sens où les archives vivantes, pour nous, c'était important d'inviter aussi des gens qui ont soit connu ou vécu ou eu un lien, tu vois, avec ces histoires de lutte. Et Anaché, c'est un peu cet exemple-là où, en fait, on l'a invitée un soir à une de nos Zooms qu'on faisait avec nos chercheurs. On a échangé avec elle et elle nous a raconté en fait l'histoire de cette grand-mère. Et du coup, en fait, à chaque fois, on avait des discussions, on cartographiait, on travaillait après, on mettait en place une cartographie de ce qui nous intéressait, de mettre en lumière de cette façon-là. Donc c'est vraiment, il y a des histoires en fait justement qui ne sont pas dans le champ répertoriées dans le champ académique, universitaire, ou même où des publications n'existent pas au sein de la BPI. Et la bibliothèque Chimurenga raconte en fait tous ces récits-là, tous ces fragments de l'histoire-là, et arrive à créer après des liens, des circulations de cette histoire. Et pareil, on a l'exemple aussi avec Gertie Damperu, qui fait partie de l'association Décoloniser les Arts avec Françoise Vergès. Et Gertie, dans les années 70, a faisait partie de la coordination des femmes noires, qui était un des premiers collectifs de femmes noires féministes dans les années 70.
Il y avait des Antillaises comme Gertie, comme il y avait Awatiam, sénégalais. C'était vraiment mélangé des Caraïbéennes et des Africaines. On va monter vite fait là-haut. Non, je disais que c'était vraiment ça la force de cette installation et de ce projet. C'est que, pour une fois, les concernés se sentent vraiment représentés. Et du coup, les gens qui viennent visiter en fait, cette installation retrouvent leur histoire, ou même des histoires personnelles qui étaient familiales, qu'on ne connaissait pas. On les a cartographiées et du coup ils rentrent totalement en résonance avec cette installation. Et c'est pour ça, en ce sens-là aussi, que cette installation est immersive, parce que du coup on commence à rentrer par un nom, ça t'emmène après sur un mouvement, après ça t'emmène sur un festival, après ça t'emmène sur autre chose, etc. Ça t'emmène sur une publication, sur un extrait de poème. Donc il y a plusieurs façons, vraiment, pour tout âge confondu, de rentrer en fait dans cette installation. Là on a une autre catégorisation, jazz et Van Palm, et avec une sélection de vinyles. Par exemple Afromusique, c'est une revue qui a été créée en fait par Manu Dibango et Jean-Jacques Dufayet dans les années 70. Et très peu de gens en fait connaissent cette revue qui quelque part a vraiment mis en valeur les musiques noires, je dirais, parce qu'il y avait aussi bien des Caraïbes, africaines, américaines, etc. Donc on démarre en fait avec cette citation. Donc là, on est à quel étage? 3e étage. Donc, c'est le dernier niveau en fait. Donc on a une nouvelle catégorisation, chant de l'indépendance, pareil, mélangé avec des disques, des revues qui ont marqué, qui ont été créées par des militants de la diaspora. C'est très difficile d'avoir en fait accès à cette histoire au travers en fait ces revues qui ne sont pas évidentes à trouver du tout. Et là c'est exactement pareil aussi. Par exemple on a ce CD Papa Wemba qui rentre dans la catégorisation jazz et Van Palm, qui fait partie de la bibliothèque Chimurenga. Et donc dans tous les CD, c'est le même process qu'on a mis avec les stickers pour signifier la présence de la bibliothèque. Pareil, on a une sélection de vinyles, ici, là. Et après, le dernier petit truc, la dernière catégorisation, l'histoire d'après Cheikh Anta Diop. Et pareil, avec une sélection de publications et de revues. On a Taxwam qui est la première revue en fait que Cheikh Anta Diop avait fondée dans les années 70. Et très peu de gens savent que Cheikh Anta Diop avait fondé des revues. Hamzat Boukari Yabara est un des historiens, chercheurs qui a travaillé avec nous, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est lui plutôt spécialiste du panafricanisme. Et donc il y a aussi des chercheurs qui ont participé, leurs publications aussi, et dans la bibliothèque de Chimurenga. Mais c'est vrai que moi je suis vraiment très touchée, très émue par la réception en fait du public qui vient concerner, qui viennent eux aussi en plus rajouter, compléter ce que nous on a trouvé, ce qu'on a mis dans les cartes, ce qu'on a mis au sol. Eux ils viennent comme des archives vivantes, complétant en fait ces récits par dans le cadre des échanges qu'on a avec eux quand on les croise dans leur parcours, leur déambulation de cette installation. La bibliothèque Chimurenga, c'est vraiment pas du tout une bibliothèque qui est figée. C'est une bibliothèque qui est vivante et qui s'auto-alimente et qui s'enrichit tout le temps, au contact aussi des publics concernés qui viennent voir, déambuler, lire dans cette bibliothèque. C'est bon ? Ouais. Je vous donne rendez-vous dans le second épisode de So Sweet Planet consacré à Chimurenga pour une rencontre exceptionnelle avec Ntone Edjabe, le fondateur de Chimurenga en Afrique du Sud, qui nous parlera depuis Cape Town. L'interview est enregistrée, elle sera en ligne d'ici 24 à 72 heures, le temps de terminer le montage. Et si vous écoutez ce podcast un peu plus tard, elle doit déjà être en ligne. À très vite.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.